premier fabricant d'aspirateurs de l'histoire lui déclare carrément la guerre. Je regrette vraiment qu'à l'époque, notre société n'ait pas acheté la technologie Dyson afin de la mettre simplement au placard. Personne ne l'aura exploitée. Et Hoover ne va pas s'arrêter là. En 99, il lance à grand renfort de publicité son premier aspirateur sans sac, une copie de Dyson. Mais l'inventeur l'attaque en justice, il gagne son procès et triomphe devant les caméras. Hoover doit retirer ses aspirateurs et en plus, Dyson empoche plus de 6 millions d'euros. Depuis, il verrouille toutes ses inventions et son entreprise est devenue une forteresse. De l'extérieur, c'est un vaisseau de verre plutôt accueillant avec des œuvres d'art dispersées dans le jardin. Dans le hall, également, des aspirateurs exposés par le maître des lieux comme ses propres chefs-d'œuvre. Ici, on a les derniers modèles d'aspirateurs verticaux. On les appelle The Ball. On a décidé de mettre les aspirateurs sous le sol. On peut marcher dessus et les voir du dessus. C'est comme une sorte de tombeau. Mais dès qu'on veut aller au-delà de la réception, tout se complique. David, 27 ans, est un des employés français de la maison. Il se plie tous les jours au même rituel. Il badge une première fois, puis une seconde. Il y a même un système de reconnaissance d'empreintes digitales. Dyson dit investir beaucoup plus que ses concurrents dans la recherche, alors forcément, il ne veut pas qu'on lui vole ses secrets. Il y a beaucoup de contrôles comme ça quand vous venez travailler ici? Oui. Comme vous voyez, toutes les portes sont toutes sécurisées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits. Donc pour des problèmes de copie, on évite de faire rentrer n'importe qui. La mission du jeune ingénieur français, concevoir une nouvelle brosse pour aspirateur. Il dispose pour cela d'outils plutôt rudimentaires. Une planche de carton, un cutter et un tube de colle. Ça part assez enfantin, mais c'est ça, c'est découpage, collage, dessin. C'est comme ça qu'on fait les aspirateurs du futur. Pour innover, on n'a pas besoin d'avoir de très haute technologie. Je pense que le cerveau suffit. Depuis son embauche, il y a 1 an et demi, David cherche à régler plusieurs problèmes sur cet accessoire, mais impossible de savoir lesquels. Vous pouvez nous dire ce que vous devez résoudre? Non, c'est toujours très confidentiel. Je peux pas même vous dire en fait quel problème il résout. Mais Dyson a une autre arme pour lutter contre la copie, les brevets. Il en dépose 1 par jour. On a plusieurs brevets sur ce modèle. D'abord, ce tuyau qui s'enroule autour de la machine, que je vous montre là. Là, comme ça, là. Il y a un brevet là-dessus. Cette idée, elle est protégée? Oui. Personne n'avait pensé à le faire pendant 100 ans, jusqu'à ce qu'on le fasse. Rien que sur ce modèle, il y a 150 brevets. Cette sortie automatique comme ça, là. Vous pressez un seul bouton et tout rentre à l'intérieur de la poignée. Avant, vous deviez verrouiller à chaque niveau du tube. Vous voyez ici, j'ai juste à faire ça pour ouvrir et puis pour fermer automatiquement. Ça aussi, c'est déposé. Tous ces brevets le protègent de la concurrence, mais temporairement seulement. Car au bout de 20 ans, c'est la règle, toutes les idées déposées tombent dans le domaine public. Quelques années après son lancement par Dyson, les autres fabricants se ruent à leur tour sur le sans-sac, en créant alors leur propre système d'aspiration. À Amsterdam, l'un d'entre eux met les bouchées doubles. Chez Philips, quand Heinrich teste les nouveaux modèles d'aspirateurs, il n'y va pas de main morte. Je remets tout en place. Ce genre de torture, c'est un test obligé pour tous les aspirateurs sans sac conçus dans l'entreprise. À première vue, l'aspirateur a l'air d'avoir tenu le coup. Rien de cassé. Effectivement, l'appareil semble avoir encaissé le choc. Test des roues, de la brosse et des flexibles, tout y passe. Le géant de l'électroménager s'est lancé dans la bataille du sans-sac il y a 2 ans seulement et il veut rattraper le temps perdu. Tamo dirige le design.
Dans ce grand bureau travaillent sous ses ordres une quinzaine de créateurs. Leur rôle, choisir les formes, les matières et les couleurs de différents articles, comme les rasoirs ou les cafetières, mais aussi les aspirateurs. Dans son équipe, cette jeune femme, Estelle. Tamo lui a demandé de concevoir une gamme d'aspirateurs sans sac, capable de concurrencer Dyson en magasin. Sur le marché français, ils ont déjà réussi à hisser ce modèle de moyenne gamme parmi les meilleures ventes. Il a de grandes roues, un bac transparent pour voir tout le procédé technique. C'est très important parce que c'est une innovation. À bien y regarder, cet aspirateur a comme un petit air de ressemblance avec les modèles de Dyson. Même forme, même grande roue et même bac transparent. Ça fait quand même penser aux aspirateurs de Dyson, non? Pourquoi vous dites ça? Le côté transparent? En fait, on vit tous dans le même monde, on regarde les mêmes choses. Quelle que soit l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous regardez les mêmes magazines et en fait, vous créez votre histoire. Oui, mais Dyson a été le premier à utiliser ce design dans les aspirateurs. Et c'était il y a 10 ans, même 15. À l'époque, c'était nouveau. Oui, c'est vrai, c'était assez osé. Mais c'est avec un autre argument que Philips compte remporter la guerre, le prix. Il vient de lancer un petit modèle au look plus simple à 99 €. Et ça marche. En seulement 2 ans, le néerlandais se classe déjà au 3e rang du sans-sac en France. 15 ans après ses débuts, un simple sujet britannique parti de rien est devenu le numéro 2 de l'aspirateur en Europe et numéro 1 aux États-Unis. Selon le magazine Forbes, il s'est bâti une fortune personnelle de 1,6 milliard $. Et consécration, la reine d'Angleterre, qui avait visité son entreprise en personne en 2001, l'anoblit. Mais combien de temps encore va-t-il faire la course en tête? Talonné par la concurrence, James Dyson essaye de vendre autre chose que des aspirateurs, mais il n'y arrive pas toujours. Exemple, cette machine à laver un peu particulière, lancée en 2000. Elle lave plus vite le linge, tout en consommant moins d'énergie. Là, vous avez une grande ouverture, c'est un plastique mou. C'est mieux que l'habituel caoutchouc qui accroche quand on met le linge à l'intérieur. Et puis, il y a 2 tambours. Seulement, elle a été retirée du marché au bout de 5 ans. Elle coûtait 3 fois plus cher que les autres. Mais vous avez dû arrêter de la produire? Pour le moment, oui, mais on espère revenir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce qu'il y a plus de matériel pour la produire. Il y a 2 tambours, 2 moteurs, enfin plus d'équipement, c'est juste trop cher à fabriquer. Car le petit inventeur des débuts est devenu un businessman avisé. En 2002, celui qui incarne la plus belle réussite de l'industrie anglaise fait scandale. Il ferme son atelier d'assemblage et licencie 800 personnes dans son pays. Il délocalise la production en Malaisie. Les syndicats l'accusent de trahison. Le problème, c'est que l'année qui a suivi la délocalisation, j'ai lu dans la presse que vous étiez versé 17 millions de livres. Cette rétribution a peut-être été mal perçue par le public. Non, je pense pas. Non? Non, j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai pris des gros risques, j'ai hypothéqué ma maison. Au début, les banques n'ont pas voulu me suivre, j'ai dû m'endetter. Pendant des années, j'étais au bord de la faillite. Personne ne va me reprocher de gagner de l'argent. À 60 ans, le roi de l'aspirateur est toujours le seul et unique actionnaire de son entreprise. Aucun de ses 3 enfants ne travaille avec lui et personne ne sait qui va reprendre l'empire Dyson.